Nous parlons de cinéma et nous n'acceptons pas les pots de vin, sauf quand il s'agit de ciné-club. On en parle juste après le générique. Là, vous allez voir. L'émission a commencé. Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans Drapeau Rouge, le podcast cinéma essentiel à la compréhension de la vie et du monde qui nous entoure. Vous êtes aujourd'hui en très bonne compagnie, vous avez bien fait de cliquer, puisque nous sommes ce soir avec Le Gap, Guillaume-André Petit, bonsoir. Bonsoir. Et nous sommes aujourd'hui avec un nouvel invité qui fait sa première avec nous, Ranger Ben. Bonsoir. Ranger Ben, bonsoir. Est-ce que tu es ému de faire Ému pour cette première émission. Vous m'avez déjà mentionné dans celle sur Cry Baby. Non, pas Cry Baby, je l'appelle toujours Sorry Baby. Sorry Baby, tout à fait. Sorry Baby et Inside Llewyn Davis. Mais voilà, je suis content d'être ici avec vous pour parler de ces deux super films. Ben on est très content que tu sois là, surtout qu'effectivement, comme tu l'as dit, c'est deux très bons films. Il y a beaucoup de choses à dire. Oui. Il faudrait... Des meilleurs films que la semaine dernière. C'est vrai que la semaine dernière, c'était compliqué, mais on a bien rigolé. Les films étaient nuls, mais nous avons bien ri. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, 30 secondes, puisque nous allons faire une petite pub. C'est le moment placement de produit. Nous devenons des hommes sandwich. Du podcast, tout à fait. Des hommes sandwich qui ne touchent des influenceurs. Pas un seul euro. Ah non, pas un centime. Pas un seul centime, mais pour l'amour du cinéma. Nous avons un petit message à vous faire passer. Je sais que je suis gêné de faire ça alors qu'il n'y a pas de problème déontologique. C'est bien. Mais oui. Donc ça s'adresse à nos auditeurs et auditrices parisiens et parisiennes, ou alors ceux qui sont très très motivés pour faire de la route. Le jeudi 25 septembre au Balzac, le cinéma sur les Champs-Élysées, il y a une première édition d'un ciné-club qui s'appelle Cinémalice. Et ils passeront Roméo plus Juliette de Baz Luhrmann. Ok. Apparemment, il y a un bar, il y a un petit blind test. Voilà, ça va être un petit... Ouais. Ok. Écoute, Le Gap, on va t'y trouver là-bas ou quoi ? Alors attends, je regarde mon calendrier. C'est le jeudi 25 septembre. Moi, malheureusement, je ne peux pas. Je suis au travail. Ouais. Eh ben, il est possible de m'y retrouver. Il est possible de retrouver Le Gap. Donc le 25 septembre au Balzac pour Roméo plus Juliette. C'est un film qui n'est pas souvent diffusé en plus, donc c'est cool. Personnellement, je ne l'ai pas vu. Mais ça je l'ai pas vu non plus, donc ça serait. Voilà. Donc Baz Luhrmann, grand réal, j'irai pas jusqu'à dire grand réal. Baz Luhrmann réal. C'est son métier. Son métier et réalisateur. Bien sûr, on ne parle pas sans micro. Ranger Ben, ça n'a aucun sens. Je suis. Veuillez sortir. Voilà. Donc. Nous allons reprendre Bruno à ta place. Tout à fait. Bruno Retailleau qui est toujours bloqué dans les transports, malheureusement. Mais voilà pour ce petit message. Aujourd'hui, donc, je suis bien évidemment Florian Hebb, votre co-host originel. Je suis toujours là, vous avez reconnu ma voix d'or. Et aujourd'hui... La voix d'or. On m'appelle la voix d'or dans le milieu. Excuse-nous. Ouais, il y a... c'est qui ce milieu ? Denzel Washington dans Highest to Lowest, c'est les meilleures oreilles du métier. Je suis les meilleures cordes vocales du métier. Mais quel est ce milieu qui te caractérise de la sorte ? L'intelligentsia parisienne me qualifie de voix d'or. Et en tout cas, on embrasse toute l'intelligentsia de Léa Salamé à Oliver Latché, qui aujourd'hui... Mais enfin, Flo, Pardon. On a vu que vous faisiez partie du couple le plus beau de France. Exactement. Et on a appris il y a pas longtemps votre séparation. Tout à fait. C'était un hommage à Léa Salamé. Bien sûr qu'on embrasse Léa Salamé. Pas du tout. En tout cas, nous, on va parler de deux très bons films aujourd'hui. Je vous spoil un peu nos avis, mais c'est vrai que la semaine dernière, on a été un petit peu compliqué, donc il fallait relever le niveau. Oui. Et il y a un nouveau film qui est sorti, qui a eu le grand prix du jury à Cannes, qui s'appelle Sirat, réalisé par Oliver Latché. Et c'est le premier film dont on va vous parler aujourd'hui. Oliver Latché, qui est un réal, je crois, Le Gap, que tu aimes beaucoup. Que j'apprécie beaucoup. En tout cas, j'ai énormément apprécié ces deux précédents films. Oui, parce que t'es le seul à avoir vu ces films précédents ici. D'accord. Je n'ai malheureusement pas eu le temps de rattraper Mimosa. Dommage. Ouais, je sais. Bon, je m'en veux. Je me flagellerai en temps voulu.
Mais donc toi, tu avais de grandes attentes sur le film. Je me souviens que Oui. quand la sélection de Cannes était sortie, tu avais déjà pointé du doigt Oui, ce Sirat. bien sûr. Et Alors, t'as été déçu ou pas? Est-ce que on fait quand même une petite... Voilà, juste Oliver Lache, Oliver en Lache. rapide. Bon, c'est un réalisateur franco-espagnol Oui. qui est né en France, mais dont les parents étaient des immigrés républicains espagnols du Exactement. grand régime de Michel Franco. Il y a un bon Franco L'autre. et un mauvais Franco. Ouais, c'est l'autre Franco, voilà. Et donc, il a grandi en France, et puis ensuite, il s'est exilé au Maroc, Maroc. où il a Exactement. réalisé son premier film en 2010, Todos vos sodes Capitan, Voilà, que je n'ai pas vu. que tu n'as pas vu pour le coup. Ok, Non. très bien. Puis 6 ans Ah. plus tard, il fait Mimosa. Mimosa, que tu as vu. Exceptionnel film. Ok. Et en 2019, c'est son film, en tout cas, qu'il a fait vraiment reconnaître au grand public. Enfin, pas au grand public, mais en tout Ouais, cas, surtout en Espagne. Il a Voilà. bien fonctionné en Espagne. à Cannes aussi, il a eu il a gagné un prix à Cannes. Ok. Il avait gagné un prix à Cannes, Je savais qu'il y prix était, du jury, un certain regard à Cannes. Ok, dans en un certain 2019. regard. Très bien. Donc c'est le film qui le fait un peu rentrer justement dans ce petit monde du cinéma. Viendra le feu. Voilà. Et donc, Grand film, Viendra le feu. Très grand film même. bien sûr, mais aujourd'hui J'ose on le parle dire. de son film suivant, qui Sirat. est Sirat, qui est sorti donc la semaine dernière, il y a quelques jours, qui est un film qui a remporté le prix du jury à Cannes, encore une fois, ex aequo d'ailleurs avec The Sound of Silence. Oui, c'est qui- vrai que c'est en ex-aequo, oui. Beaucoup d'ailleurs parlaient de ce film comme étant une potentielle palme d'or, malheureusement. Attends, allez, malheureusement. Doucement sur le J'ai pas malheureusement, vu nous le film, n'avons non, pas mais- vu le Panaï. Non, j'ai pas vu, mais le film de Jafar Panahi, c'était Juliette Binoche présidente. On aurait pu... C'était évident. Jour 1, on savait que c'était lui qui allait avoir la Parce que palme. moi, ma palme, c'est encore un autre film. C'est Après, quoi ta palme? je n'ai pas vu le Panaï, mais... Et quelle est ta palme? On en a parlé dans des épisodes Je précédents. sais, c'est pour les auditeurs. Bien sûr, c'est Résurrection. Bien sûr, de notre, Bigan. de notre ami Bigan. Bah, moi aussi, c'est ma palme hein, Notre pour camarade l'instant. Bigan. Mais, Exceptionnel. ouais. Mais bon, Ils lui ont donné le prix du je sais pas quoi foutre de ce film, Oui. mais il faut lui donner un prix parce que c'était génial. c'est la palme d'honneur ou quelque chose comme ça. Ouais, je sais plus comment ils ont appelé ça. Enfin Oui, bref, ok, en tout bon. cas, Sirat de Oliver Lache. Donc Guigui, t'arrives avec tes bagages de Oliver Lache-Phil. C'est vrai. T'as Sheffield. des grandes attentes. Et qu'en est-il? Alors, j'avais de très grandes attentes sur ce film parce que, comme j'ai dit précédemment, j'ai beaucoup aimé Viendra le feu. J'avais déjà bien aimé, même beaucoup aimé Mimosa. Mais Viendra le feu, c'est un film qui m'a vraiment surpris et que je conseille à tout le monde. Donc j'attendais beaucoup Sirat et j'ai été conquis. On peut Tu as le été dire. conquis? J'ai été conquis. Ouais. Je trouve que Sirat est un film vraiment, vraiment réussi. C'est un peu le mélange de la forme Lakshé. Donc c'est un peu un mélange entre Mimosa et Viendra le feu sur les idées, sur la forme. Je trouve que, pour aller tout de suite dans le concret, Sirat, c'est un film qui s'inscrit complètement dans le réel. Alors certains vont dire le contraire, on en parlera plus tard. Qui s'inscrit vraiment dans le réel, à commencer par le choix des acteurs d'ailleurs. Comme d'habitude chez Lakshé, que des acteurs amateurs, des non professionnels. Oui, sauf Or, Sergi Lopez, Sergi Lopez, bien sûr. le grand Sergi Lopez, Ouais, qui sait choisir ses cinéastes. c'est clair. Mais d'ailleurs, j'ai pas en deux mots Sirat, qui est donc l'histoire d'un père qui est avec son fils, Oui, c'est vrai qu'on n'a pas présenté. qui recherche sa fille qui s'est, j'allais dire échappée, mais en tout cas dont il n'a plus de nouvelles depuis des mois. On sait pas trop comment. Et il a entendu dire qu'elle était dans une rave party dans le désert marocain. Et du coup, il part avec son fils à la recherche de sa fille à travers ces rave parties-là. Et donc, oui, comme tu le disais, les acteurs qui jouent les ravers, les ravistes, comme on dit, Ouais. les faisant partie de la rave, sont de vraies personnes de vrais ravers. Clairement, c'est des vrais toughers que Toughers, tout simplement. Ah, je croyais que tu l'avais dit, toi. J'ai dit comme ravers. ça. Ravers. Ça, c'est Résurrection. Bon, Mais oui, bah oui. pardon. Mais du coup, ouais, j'ai dit quoi déjà? Des toughers. Oui.
des teufeurs que Lakshay a rencontrés de teuf en teuf, d'après ce qu'il dit, de teuf en teuf dans le désert marocain. Du coup, dans ce film, il y a plusieurs personnages qui reviennent. Enfin, on suit des personnages, on peut le dire, c'est un espèce de road trip. Totalement. Voilà, c'est une espèce de road trip. Et dont le personnage de Biggie, Le meilleur. le meilleur, le personnage de Biggie, qui est un ami d'Oliver Lakshay. Ok, d'accord. Voilà. Et pour en reparler plus longuement, mais du coup, c'est un personnage, enfin, c'est quelqu'un qui a perdu sa main. Ouais, oui, parce que oui, c'est aussi donc il y a Biggie qui a perdu sa main et il y a aussi un autre Qui a perdu sa jambe. sa jambe, ouais. Ouais. Donc on est sur des espèces de pas des corps cassés quoi. On est sur des corps abîmés, cassés, et d'ailleurs Lakshay le montre formidablement bien Ouais. tout au long du film. Oui, même parce qu'au-delà des membres amputés, on a aussi quand même pas mal enfin sur leur corps, ça se voit Il les filme de près. Oui, et Aussi, puis ils ont déjà. une espèce je veux pas être méchant, mais une espèce de maigreur inhérente aux teufeurs, quoi. Oui, non, mais tout Ils à ont fait. cette espèce on sent que c'est nourri au speed et à ce qui se trouve sous la main, quoi. Non, Ouais. mais ça ancre le film. Non, mais bien sûr. En fait, c'est des vraies personnes de teuf, quoi. Ça se voit que c'est des vrais gens qui ont entre 35 et 50 ans, qui ont fait ça toute leur vie. Ça se voit et ça inscrit déjà de base totalement le film dans le réel. Ouais, c'est ça. En fait, on y croit seconde une à ces gens-là. Bien sûr. Et on croit seconde une à Oui, parce que ça fonctionnerait pas de prendre des acteurs pour jouer des Bah teufeurs non. tout au long d'un film. Ça ne marche Même là, ça fonctionnerait leur pas. façon de délivrer le texte, il y a aussi on est dans un mélange de langues. Mm. Ça parle un peu français, un peu arabe, Ouais. un peu espagnol. Et tout le monde enfin, c'est le langage. Je connais rien à ce monde de la teuf. Hein. Oui, Je suis- moi non plus. Mais j'ai l'impression, en tout cas, que oui, c'est des gens qui se retrouvent des quatre coins du monde pour faire la fête et qui communiquent un peu. Personne n'a la même langue maternelle, mais tout le monde se comprend parce que chacun s'intéresse à l'autre Exactement. et ils apprennent. Donc c'est hyper intéressant. Et déjà. Lakshay le dit en interview d'ailleurs qu'il a été surpris au Maroc que les personnes qui, comment dire, les personnes qui étaient les plus bienveillantes envers les autres, envers les Marocains, envers les autres, c'était pas comme il dit du coup les touristes, même ceux qui y habitent depuis 20 ans. Ouais. C'était les teufeurs quoi, qui venaient discuter, qui essayaient d'apprendre des mots en arabe pour discuter. Ouais. Enfin, il le dit en interview qu'il a été il a vraiment été surpris par ce microcosme. Ouais. Et ça se ressent dans le film parce que les scènes, enfin, on peut en discuter un peu plus tard, mais on peut le dire maintenant. Il y a des scènes de danse dans ce film qui sont assez extraordinaires, Ouais. qui sont vraiment, enfin, c'est très Gaspard Noé. Oui, c'est vrai qu'au final, parce que du coup, on a quand même cette musique très électro, Ouais. la musique de teuf, quoi. Mais il y a alors, je sais pas si c'est stylisé pour le film ou si c'est vraiment comme ça, mais on est sur on est sur des rythmes techno, Mm. mais avec des espèces d'envolées un petit peu mystiques je pense notamment, surtout dans la deuxième partie du film, quand la musique se déclenche, quand elle est extra. Non, même pas, parce qu'ils installent le son. Donc c'est la musique. Oui, c'est juste, oui. C'est la musique qui passe. Il y a un côté très planant, très. Oui, c'est vrai, effectivement, ça m'a beaucoup fait penser à Enter the Void de Gaspard Noé, dans Ouais. cette espèce d'ambiance un petit peu. Ouais, Ouais, mystico-électronique. de Climax aussi. Oui, Climax aussi, Climax, totalement, évidemment. encore plus. Mais avec beaucoup plus brut, quoi. Là, c'est vraiment, on est sur de la musique très simple. C'est boum, 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 avec un espèce de. Enfin, c'est de la musique très simple, quoi. Je voulais en parler plus tard. C'est très épuré, mais comme du coup toute la mise en scène du film, enfin Oui, totalement. toute l'esthétique du film est Mais assez épurée. on reviendra. D'ailleurs, Ranger Ben, toi, pour faire un petit tour de table complet, sur un peu. Toi, qu'est-ce que t'as pensé du film? Quelles étaient tes attentes? Est-ce que tu connaissais Oliver Lache? Enfin, emmène-nous dans ton monde, là. Fais-nous voyager. Quoi. Alors, moi, pour le film, j'avoue que, bah, du coup, déjà, on l'a vu ensemble avec Guigui. On l'a vu Ouais. au magnifique Max Linder, auquel Bien on sûr. fait un coucou.
Et donc moi, j'avoue que je suis venu avec aucune connaissance, que ce soit de Oliver Lache, du film en lui-même. J'avais vraiment aucune info. Je savais pas de quoi parlait le film. J'avais juste vu l'affiche. J'avais vu aucune bande-annonce. Donc vraiment, je suis allé en totale découverte. Ouais, t'avais rien entendu sur le Non, film, c'est vraiment, vrai. j'étais vraiment. Ok. J'avais juste entendu le nom en fait. Je savais que voilà, à Cannes, il avait reçu un prix. Ouais. Mais voilà, je m'étais pas penché particulièrement dessus. Généralement, je préfère me laisser surprendre par les trucs plutôt que d'aller les creuser. Je regarde juste les bandes annonces quand elles passent avant un film. Mais donc, du coup, pour ce qui est de Sirat, moi j'ai été vraiment transporté en fait pendant tout le film. Hmm. Je trouve que c'est un film qui. C'est une immersion en fait. Vraiment, ça passe bien sûr par le fait de prendre des acteurs amateurs, enfin amateurs ou non professionnels. Oui, non professionnel, ouais. Voilà, mais donc du coup de prendre des gens qui sont des vrais corps, des vraies personnes de là-bas, enfin pas de là-bas, mais des vraies personnes de ce milieu du coup de la teuf, de prendre aussi un décor qui est réel et qui en plus, c'est toujours ce qu'il y a un petit peu avec les décors désertiques, c'est que c'est à la fois très vaste et donc du coup très étendu, mais en même temps c'est étouffant parce que il n'y Hmm. a aucun horizon, enfin il y a un horizon mais qui ne laisse place à rien du tout. Et en même temps, voilà, on est du coup plongé dans ces sortes de tempêtes de sable pendant tout le film, aussi qui sont magnifiquement mises en scène Ouais. et qui, je trouve, renforcent un peu cette impression d'enfermement et bah voilà, d'un étau qui se resserre du coup autour des personnages, mais on en parlera en temps voulu de ça. Ouais. Pour ce qui est du coup ouais, du film, moi, je pense que j'ai répondu plus ou moins. Ouais, totalement. Voilà, mais donc du coup, j'ai vraiment beaucoup aimé. C'était une très bonne surprise et ça m'a donné envie de voir un petit peu plus de ce réalisateur. C'est clair. Et pour revenir sur le côté du milieu de la teuf, c'est un milieu sur lequel on peut avoir. Enfin, les gens ont beaucoup d'a priori. Je pense que ça vient avec un. Quand tu parles de la teuf dans des déserts, t'as forcément des images en tête, ou en tout cas des gens pas très fréquentables. Parce que c'est vrai, au final, c'est des gens un peu marginaux qui Mhm. vivent. Et c'est vrai que même moi, en vrai, j'ai une image vu que c'est pas un monde qui m'attire, le monde de la teuf, de la drogue, c'est, ça fait pas partie de ce qui m'attire moi. J'avoue que l'esthétique du film au départ me faisait un peu peur. Sur l'affiche, on a deux, bah, il y a les deux, le couple, C'est... enfin pas le Ah, couple, mais le couple dans le sens l'homme oui, oui, ok. Oui, oui. qui sont sur l'affiche, donc qui ont ces espèces d'habits un peu déchirés. Cette espèce de maquillage un peu. Et je me dis, ah, est-ce que ça m'attire pas trop? Et en fait, c'est vrai que le film nous plonge tellement avec eux en très peu de temps. Ils ont très peu de lignes de dialogue. Au final, on n'apprend pas tant que ça à les connaître, mais Mais on sait que c'est un collectif soudé. ouais, c'est Enfin, ça. parce que du coup, on suit, on disait le personnage de Sergi Lopez, le père et son fils, Mm. qui va du coup s'intégrer à un groupe de 5. Ouais, ils sont 5-6. Ouais, j'ai plus en tête. 5 autres personnes du coup qui vont traverser le désert pour rejoindre une autre fête, Ouais. là où est possiblement la fille de Sergi Lopez. Mm. Et du coup, ouais, comme tu disais, du coup, enfin, du coup, enfin, on s'attache tout de suite, même sans vraiment background, on s'attache tout de suite à ce petit collectif là, ce petit groupe, Ouais. cette bande. Bah, en fait, l'utilité de prendre, bon, on a déjà un peu parlé, mais l'utilité de prendre des acteurs non professionnels, des gens qui portent en eux leur propre histoire, vu que c'est leur, c'est qu'en fait, on n'a pas besoin de background, vu qu'il est sur leur Ouais, visage, tout à fait. leur corps. En fait, tout est déjà là. T'as pas besoin de faire une scène où lui va dire, ah, j'ai perdu ma jambe comme ça, j'ai perdu ma main comme ça. On comprend très vite. Petite Ah, anecdote, la personne qui joue Biggie, mhm, qui est vraiment surnommé comme ça dans la vraie vie, ok. a perdu sa main en manif de gilet jaune. Ah, ok. Ouais, Incroyable. une grenade. Sérieux? Ouais, Eh ben, ok. Belle anecdote. voilà. Bah, c'est bizarre que. Ok. J'ai vu ça. Non, non, c'est un Français. Oui, oui, c'est un Français, Biggie. Ouais, j'ai vu ça. Alors, je sais plus si c'est dans une interview de Lakshé ou quelqu'un qui a balancé cette info, ou peut-être Sergi Lopez, Ok, je sais plus. ok. Mais oui, oui, c'est réel. Ok, mais oui, mais en tout cas, on sent.
ouais, il y a pas besoin de background, quoi. Donc, déjà sur les personnages. Et puis Sergi Lopez, pourquoi j'ai un doute maintenant il s'appelle Sergi Lopez? Sergi Lopez, Oui, oui. j'ai C'est bien Sergi l'impression. Lopez. En fait, Sergi Lopez, ça fait très nom de joueur de foot. Oui. Et depuis le début, je me dis, ne dis pas Sergi Roberto ou Sergio Ramos, tu vois. Et du coup, dans mon cerveau, il y a eu un mélange de. Mais non, c'est bien C'est Sergi bien Lopez. Sergi Lopez. C'est un mélange ouais, entre un prénom et un nom de famille de Ouais, joueur voilà. de foot. On pense à Mais, Maxime Lopez, mais rien à voir. mais oui, Sergi Lopez, ce qui est très fort dans. Parce que ça peut être compliqué quand t'es un acteur, entre guillemets, classique, de te mélanger à des acteurs non Ouais, professionnels. carrément. Tu peux tu peux soit te faire bouffer ou alors ne pas être sur la même fréquence. En fait, ça fonctionne parce que au départ, il y a un décalage qui est aussi bon pour le film, puisque dans le film, lui ne fait pas partie de ce monde-là. Lui débarque d'une vie, on pense, à un moment donné, on voit des photos de famille, donc on pense que c'est le père de famille classique avec sa vie Oui, normale, tout à fait. donc il a rien à faire, enfin, c'est pas son monde, donc ce décalage, il est évident dès le départ, mais c'est vrai que plus le film continue, et plus son intégration, elle est réaliste, parce que je pense aussi le travail du comédien à ne pas justement à ne pas jouer comme un acteur en fait. Tout à fait. À lui aussi intégrer sa propre personnalité, à s'abandonner complètement dans le rôle. Et en parlant de s'abandonner, il va falloir qu'on parle de la deuxième partie du film, puisque là on a parlé un petit peu de l'intro. On n'a pas vraiment assez parlé de l'intro, Ah oui, bah vas-y. que je trouve... Ah, tu parles de la scène d'intro? Oui, que Vas-y. je trouve assez extraordinaire, Bien sûr. vraiment génial. Euh, la scène d'intro, donc du coup, c'est une scène où c'est du coup Lakshay filme les tuffers en train de monter un mur de son Ouais. pour faire une teuf du coup en plein milieu du désert. Et j'aime beaucoup comme Lakshay prend bien soin de filmer les mains. Ouais. Il filme les mains, enfin il filme vraiment, il filme les mains en train d'installer donc les mains un peu, enfin tu vois que c'est des mains abîmées, des mains Ouais. qui sont en train d'installer ce mur de son enfin c'est vraiment une scène que je trouve assez formidable. Et d'ailleurs je trouve que c'est un peu un côté bressonien. Oui, Moi pour totalement. moi c'est un côté très très bressonien dans le fait Oui, c'est de vrai, dans l'enchaînement des actions, les actions, filmer les l'insert sur les gestes, mains, ouais. installer voilà donc mais d'ailleurs même dans tout le film me fait penser à Bresson parce que dans son épure, moi ça me fait un peu en plus du côté spirituel qui entoure mais toute la carrière d'Oliver Lakshay et même le personnage d'Oliver Lakshay lui-même. Ouais. Il y a un côté journal d'un curé de campagne, je trouve, de Bresson. Ouais. Mais d'ailleurs, petit truc, parce que je l'ai vu encore une fois en interview, mais Lakshay fait souvent une blague apparemment avec ses cinéastes favoris. Il dit Ok. Bresson le père, Kiarostami le fils, Tarkovsky le Saint-Esprit, la tête, le cœur et les âmes malades. J'adore Incroyable. cette phrase de Oliver Lakshay. Mais du coup, ouais, j'aime beaucoup cette intro où les différents matériaux. Enfin, tu vois, tout est palpable. Oui, oui, Mais d'ailleurs, ouais. tout le film, encore une fois, même le sable, c'est palpable. Oui, tu sens tout, tu sens le vent, tu sens le sable, la boue, Ouais. Enfin, c'est assez impressionnant comment ils filment ces décors-là, parce que ça peut être ça peut être dangereux, enfin dangereux en tout cas, de filmer le désert, tu peux te dire, bon, tout est là, je vais juste poser ma caméra et de toute façon, ça va faire un beau plan. Mais tu sens qu'il y a quand même une recherche et qu'il arrive toujours à aller plus loin, et justement de filmer parfois des plans assez simples, notamment un des plans charnières du film qui va marquer la bascule, on va On peut dire. en parler de toute façon. Oui, oui, non, bien spoil, sûr. hein, Non, mais la scène justement de la voiture qui tombe dans le ravin. qui tombe dans le ravin. En fait, ce qui est assez dingue avec cette scène, pour rentrer directement dans le sujet, parce que donc du coup, la première partie du film, on est vraiment dans cette espèce de film à la Salaire de la peur, où on va suivre des voitures qui vont essayer de manœuvrer dans dans des routes compliquées, machin, et en même temps, on va commencer à voir le début des liens qui se tissent entre tous les personnages, qui apprennent chacun de l'autre, etc. Donc on se dit, bon, bah voilà, ça va être un espèce de film d'apprentissage du père qui va...
Et puis d'un coup, il y a cette scène qui sort de nulle part, enfin, qui arrive sans crier gare, où donc le père est en train d'aider à faire sortir un camion qui s'est enlisé dans le sable. Mm. Son fils est dans la voiture de derrière avec le chien. Le frein à main Je pense que le frein lâche, à main lâche, ouais, tout parce à que fait. c'est dans, Parce c'est dans que... des routes Puis de l'état de la montagne. voiture, surtout. Oui, voilà, c'est une vieille voiture. En plus, au début, ils lui disent tu peux pas nous Tu peux suivre pas nous suivre, ta avec voiture, c'est la pas voiture, possible. elle est pas Tu feras- assez. ça va jamais marcher, ça va jamais Voilà. fonctionner dans le désert. Et donc, il s'arrête à un moment donné en montée. Mm. En plus, ce qui est horrible, c'est que t'as le petit qui joue avec le chien dehors de la voiture, donc à côté du ravin. Et c'est le père qui dit rentrer dans la voiture parce que. Oui, parce qu'il a peur que son fils tombe. Ouais. Et du coup, ils se mettent dans la voiture, le frein à main lâche, et la voiture tombe dans le ravin. Et ça, c'est une scène qui dure 2 secondes. Ouais, et la scène est filmée vraiment. En fait, moi, ça laisse. C'est une scène qui est aberrante. Enfin, c'est un peu. En fait, c'est pour ça que c'est la façon dont il l'a filmé, de ne pas en faire des caisses, c'est juste de filmer cette voiture Et elle qui fonctionne. tombe. En fait, je pense que ça amène la réaction que tu aurais dans la vraie vie, Ouais. de juste rester la bouche ouverte et de dire c'est pas possible, de pas y Parce croire. Que en plus, on voit du coup les autres personnages qui sont là, qui sont Oui, en fait, c'est qui sont absurde. bloqués. Et ouais, C'est absurde, tu même peux pas dire. moi, enfin, du coup, moi, même en voyant cette scène, je me suis dit, c'est pas possible. Il y Ouais, a- ouais, ouais. Bah, en enfin, fait, quand il y il est en a- train de tomber, moi-même, je me souviens que dans la salle de cinéma, t'as tout le monde t'as un espèce de souffle qui tout le monde fait. tout le monde a un peu peur et tout. Ouais. Et une fois que la voiture tombe, t'as un espèce de silence parce Bah, que il y a- t'as 2 secondes où tu te dis, mais c'est Et pas il arrivé, y a c'est pas un possible. travail sur le son qui est assez extraordinaire, c'est la caméra du coup reste sur tous les personnages qui sont sur le coup, Ouais. et t'entends juste derrière, en fond, la voiture qui tape plusieurs. Ouais, ouais, ouais. Enfin, cette scène, elle est assez dingue. Et du coup, le film bascule dans autre chose. À partir de partir là, de là. oui. Il bascule dans complètement autre chose. Mais ce qui est intéressant, pour revenir juste sur ce bascule dans autre chose, c'est que le film bascule dans autre chose sur le fond, mais en restant dans la même forme. Oui. Moi, c'est ça que j'ai aimé, Tout à fait. c'est que on n'est pas d'un coup. En fait, on part dans quelque chose de plus mystique à partir de là, on va dire, mais sans que la caméra devienne. Tu vois, on aurait pu penser qu'à partir de là, c'est mystique, donc il faut faire des plans un peu plus ralentis, il faut faire des plans un peu plus stylisés. Non, on continue, on reste dans ce. On reste sur cette forme. On reste sur cette forme assez classique dans le bon sens du terme, très bressonienne, très. Voilà, on filme ce qu'il y a C'est filmé. des séquences. C'est des séquences qui se suivent. Des séquences, encore une fois, tout en épure. Ouais. Ouais, moi j'ai beaucoup aimé cette scène du coup du ravin parce que du coup déjà en fait le fait de garder la caméra avec les personnages, en fait de regarder la voiture Ouais. qui glisse dans le silence, je trouve que déjà il y a une réalisation très très froide sur le moment qui amène aussi Ouais. à une nous on est avec avec les personnages, on est dans la même incapacité qu'eux. Ouais, c'est ça. La caméra bouge pas, il n'y a pas un gros plan sur le gamin. Il y a juste qu'en fait, au moment où tu vois la voiture disparaître, tu te dis, non, il y a un truc, elle va s'arrêter, Oui, oui. il y a une côte, elle va pas pouvoir glisser jusqu'en bas. Moi, vraiment, quand je vois le terrain, au début, je suis en mode, comme tout le monde, tu vois, on est tous en train de prendre notre respiration à ce moment-là. Mais dans ma tête, j'essaie de me dire, non, le terrain, regarde, ça va s'arrêter. Tu te dis, en fait, non, c'est trop tard et la voiture, elle part. Et ce que j'ai aimé, du coup, c'est autour du personnage de Sergi Lopez, du coup. Ouais. Oui. C'est qu'il s'est obstiné, en fait, à faire passer cette voiture. Au bout d'un Ouais. moment, la voiture, elle passe pas. Il se plaint. Il y a quelqu'un qui vient lui exploser son pare-choc pour que la voiture, elle puisse passer. Ouais. Au bout d'un moment, elle peut pas passer dans l'eau. Donc, du coup, il se fait abandonner au début. Il croit qu'il se fait abandonner pour de bon. Finalement, on vient le rechercher. En vrai, si on dit les termes, il pète un peu les couilles à tout le monde avec sa voiture, alors qu'il aurait pu demander dès le début à monter dans Oui, c'est un clair. van et puis de toute façon abandonner sa voiture Ouais. qui prend de l'essence, parce que c'est aussi un problème. À un moment, ils vont. Mais c'est aussi recharger parce en que essence. lui, au début, ne fait pas confiance aux teufeurs, Bien sûr. ne veut pas monter avec eux, ne veut pas partager sa Mais, nourriture, ne ouais. veut pas. Veut rester en fait veut les suivre, mais C'est tout en restant dans son Ouais. entre guillemets confort, sa voiture, Oui. sa bouffe. Je pense qu'il a un rejet de toute façon de ses teufeurs parce que sa fille est partie avec eux
et que Ouais, forcément, il les voit un peu comme, même s'ils sont gentils avec lui, il les voit un peu comme quelque chose de mal parce que sa fille est partie oui, c'est ça. avec ce mouvement-là et les a abandonnés et forcément, ça le laisse dans une vision péjorative de ces personnes. Mais voilà, du coup, en fait, la seule personne à qui il peut s'en prendre à ce moment-là, c'est lui-même parce qu'il a dit à son fils de monter dans la voiture, Ouais. parce qu'il avait peur pour son fils qui tombe dans le ravin. Enfin bon, c'est terrible, vraiment à Mais ce moment-là. et là, il y a quelque chose d'intéressant aussi qui se passe sur le film parce que tu parles de et tu raison de il peut s'en prendre qu'à lui-même, sur les regrets et tout, mais le film prend un virage assez intéressant, assez unique, je trouve, qui est là, du coup, qui est le réal lui-même, hein, qui a sa vision un peu à lui du monde, qui lui a valu d'ailleurs un espèce de bad buzz. Ah ouais. Sachez-le, il avait fait une avant-première, autre anecdote que je vous balance après l'anecdote gilet jaune. Il avait fait une avant-première du film il y a un mois ou deux, enfin en tout cas cet été, et quelqu'un avait filmé, donc il était venu après pour faire un Q&A, et quelqu'un avait filmé une intervention de Oliver Lache qui disait, qui disait que il y avait certaines personnes, des juifs qui étaient à Auschwitz, qui avaient atteint un espèce de degré de sérénité pendant les camps de concentration. De leur extrême souffrance était né quelque chose de nouveau qui les avait transcendés, une espèce de transcendance par la Résilience, en souffrance, fait. voilà, une résilience qui est... Et donc ça, bon, c'est très mal passé, parce que bon, c'est un peu maladroit comment c'est dit, mais c'est vrai que Oui. quand on regarde le film, on comprend où il veut en venir. Ouais. Et c'est un truc que pas tout le monde... Moi, je sais même pas ce que j'en pense, parce qu'au final, si on regarde le film, il y a quand même un côté de... alors, certains pourraient, on pourrait parler de dolorisme, de dire oui, bah, il fait une morale, de dire il faut souffrir pour ressentir des choses, machin. Je pense que c'est pas ça qu'il dit. C'est plus que dans la vie, il arrive des malheurs, Exactement. des moments qui arrivent au hasard, complètement absurdes. Là, voilà, c'est quelque chose dont personne n'est préparé. Dans la vie, à un moment, tout peut bien aller, et puis tu vas recevoir un coup de fil, une Tout à mauvaise fait. nouvelle, ou je sais pas, tu vas tomber, te casser. Enfin, il peut t'arriver un truc à tout moment. Et ce que dit le film à ce moment-là, enfin ce que dit le film, en tout cas ce que j'en ai compris à ce moment-là, c'était que de ces malheurs extrêmes peut aussi naître quelque chose d'autre, et justement ce lâcher prise, on peut dire, qu'atteint le personnage de Sergi Lopez à la fin du film, ce lâcher prise qu'il atteint parce que il a vécu ces choses-là. Ce qui veut pas dire que c'est compliqué, hein, de toute façon c'est c'est une pensée, c'est très voilà, c'est très perché, c'est très ça s'inspire beaucoup. Si tu veux dire quelque chose, vas-y parce que là je vais partir sur un truc. Bah, je sais pas, en fait. Est-ce que tu es en train de Vas-y. parler de. Est-ce qu'on parle déjà de la scène du coup de. Est-ce qu'on parle déjà du coup de la scène des mines? Tu en parles de ça? Alors attends, je vais y aller juste sur un truc parce que il y a un Parce que aussi, je vais enchaîner aussi sur. parce que notamment on parlait de la musique. La musique qui revient. Bah écoute, oui, justement, ça va faire une transition pour juste après. Donc, à un moment donné, avant la scène des mines, où il y a cette espèce de musique, quand ils sont dans la voiture, je crois, qui est une musique qui est très répétitive. Bon, après, ça, c'est la musique électro. Et en fait, enfin, qui est le but de la musique de Teuf, quoi. C'est de faire des trucs répétitifs avec des boucles très courtes pour te faire entrer dans une espèce de transe. Et c'est vrai qu'Oliver Lache, il est très inspiré notamment par le soufisme, Oui, qui est une branche de l'islam, qui est le soufisme, oui. et dont je me suis intéressé à ça grâce, encore une fois, à Sergio, il y a pas longtemps, qui m'a conseillé un très bon documentaire sur le soufisme que j'aimerais Big vous up. recommander, mais Big up, Sergio. j'ai oublié le titre, j'ai Ah, oublié le nom du gars qui a fait le documentaire en 5 parties sur les soufis en Afghanistan, qui est donc une branche de l'islam qui se connecte à Dieu par la transe. Et donc par des chants, des danses rituelles, où c'est par exemple, ils vont se prendre dans la main et tourner en rond pendant des heures en chantant. Et
en faisant ça, atteindre des espèces de transes comparables à ce que tu peux ressentir quand tu es notamment sous LSD ou sous différentes drogues hallucinogènes. Et c'est vrai qu'en fait, on ressent ce côté-là transcendantal de la musique électro dans la deuxième partie du film, où tu as vraiment des moments de musique qui tournent en boucle et qui te mettent dans cette espèce d'atmosphère. Enfin, en tout cas, c'est propice à cette transcendance, quoi. Tout à fait. Voilà. Et tu voulais parler de... Non, je voulais un peu, du coup, aller... parce que du coup, on se pose une... du coup, on a parlé des scènes des mines, donc on le dit, il y a un moment donné, dans une scène de danse, pour comme tu dis, essayer de penser à autre chose, en plein milieu du désert, il y a un personnage, malheureusement, de cette petite bande qui va tomber sur une mine, Ouais. qui va exploser directement. Ouais. Une autre personne de la bande, par dépit, va essayer d'aller vers elle, mais il va aussi sauter sur une mine aussi, ouais. sauter sur une mine, malheureusement. Je trouve que c'est un... Pour moi, il y a deux sujets que sur le film, parce que directement, tu te poses la question de pourquoi Oliver Lackey s'en prend autant à ses personnages. Ouais. Enfin, il les fait... c'est terrible, hein, ce qui leur fait vivre. Et je pense que c'est... Mais tu avais déjà un peu débuté là-dessus, c'est que c'est un film sur la mort. Oui, bah oui. C'est vraiment un film sur la mort. Ce que veut dire Lackey pour moi, c'est que de toute façon, la mort, elle est inéluctable. Mm. Et elle peut arriver à tout moment peut- sans... elle peut arriver à tout moment et elle peut arriver n'importe quand, à n'importe qui. Et qu'un humain doit avoir conscience de ça tout au long de sa vie. Mm. Je pense que c'est ça que veut nous montrer Lackey. Je pense que c'est ce qui l'intéresse et c'est pour ça que les scènes de mort arrivent aussi furtivement, de manière assez surprenante. Parce que, encore une fois, la scène de la voiture, tu peux pas dire non, il va pas tuer ce gamin quand même. Il va pas tuer ce gamin et ce chien, quoi. Bon, il le fait. Ouais. C'est normalement les deux choses, les deux tabous ultimes du cinéma, quoi. On, Et bien on sûr, ne parce tue que pas les enfants, même- on ne tue pas les chiens. Même en connaissant le cinéma de Lackey, moi je me suis dit, il y a un moment donné, le père il va mourir. Oui. Moi je partais de ce postulat-là, à un moment donné, je me dis, oui, le père il va mourir et il y aura le gamin avec le chien dans les camions. Et à un moment donné, ils vont retrouver la fille. Ouais, non. Pauvre con que je suis. Évidemment que non. Et tant mieux. Mais c'est vrai que déjà, pour revenir à un truc un peu plus trivial vite fait, c'est déjà... ça fait vraiment du bien, entre guillemets, de voir un film dont il est impossible de prédire ce qui va se passer dans les 5 prochaines minutes. Déjà, rien que ça, moi, j'ai trouvé ça assez rafraîchissant. Parce que Lackey est un réalisateur, est un cinéaste radical. Ouais, bah oui, mais totalement. Et dans sa radicalité... Et j'ai entendu une interview de lui aussi où il disait qu'il avait... ça, c'est pour revenir sur le côté un peu provoque, ou en tout cas de Lackey, qui était le premier titre. Est-ce que vous saviez ce qu'était le premier titre de Sirat? Oui. Djihad. Ah, ok, non, moi j'avais Ouais. autre chose. Ah. J'avais autre chose, alors je me souviens. Non, parce qu'au début, il voulait appeler le film Djihad, qui veut dire à la base guerre intérieure. Enfin, c'était Djihad quelque chose, je me rappelle plus le terme exact. Moi, j'avais vu qu'il voulait aussi l'appeler à un moment donné. C'était une phrase de Nietzsche. Je ne croirais pas à un dieu qui ne danse pas. Ok. Et il a, de ce qu'il dit dans cette interview, il dit qu'il a choisi Sirat pour sa musicalité. Le titre. Oui, bah après le film, le titre est super au final. Je trouve Oui. que le totalement. titre est parfait. Et en fait, c'est intéressant de. Mais en fait, ça dit un peu tout sur le personnage un peu en. Ouais, lui-même, Lackey est quelqu'un marginal. Dans sa façon, tu l'as dit, c'est un cinéaste radical dans sa façon de faire des films. J'ai pas vu ses précédents, mais je peux le déduire déjà parce que je vois dans Sirat. C'est quelqu'un qui fait pas des films de la manière conventionnelle, qui va pas avoir peur d'aller au bout de ses idées et qui va, j'aime pas ce mot, mais challenger le spectateur, quoi. Il y a un film invendable. Et d'ailleurs, il le dit, il a voulu le vendre Oui, en totalement. France et personne n'a voulu. Mais pour le coup, c'est je pense que c'est un film qui restera
parce qu'il n'y en a pas deux comme lui, quoi. Ah oui, Il non, n'y a pas mais deux bien films sûr, comme Sirat. bien sûr. C'est un film qui, dans sa forme, dans sa narration, qui est totalement unique. Et rien que pour ça, ça vaut le coup, ça vaut le coup de voir ce film. Je peux comprendre que certaines personnes soient dans le rejet, n'adhèrent pas à cette Ouais. espèce de vision mystique, de transcendance par la mort et de... Je peux comprendre Et que... il y en a qui, je sais que ça a été l'angle critique de certaines personnes qui détestent le cynisme, entre guillemets, le cynisme de Oliver Lachaud. Moi, je trouve pas que ce soit, C'est jamais je cynique. trouve pas que ce soit un geste cynique, Ah, mais vraiment pas. jamais de la vie, je trouve que Mais c'est je l'inverse. sais que c'est un angle de critique qui a été utilisé par beaucoup de monde. Moi, je le trouve pas du tout cynique. En fait, Au contraire. non, mais oui, si tu le replaces dans un cinéma contemporain, il y a des films qui vont utiliser ce genre de ressort de tuer son personnage principal. Même des cinéastes que j'aime beaucoup, hein. Je pense Ouais, à Haneke. bien sûr. Haneke l'a fait dans plusieurs de ses films avec un cynisme fou. Et ça veut pas dire que c'est mauvais, mais je trouve que Oliver Lacha, en tout cas, je trouve que c'est une impasse de dire que c'est cynique parce que ça l'est jamais, quoi. C'est justement un film qui reconnaît l'absurdité de la mort et qui n'a pas peur de mettre en face de nous mettre en face le côté soudain et imprévu de la vie, quoi. D'ailleurs, je trouve qu'il y a une très belle scène là-dessus, sur le fait que ce soit soudain. Il y a un moment donné, du coup, le personnage, c'est avant la scène des mines, Mm. où ils sont dans le camion et ils pensent aux dernières phrases qu'ils ont dit à des Ah, personnes ouais, proches. D'ailleurs, il y a le Sergi Lopez qui finit par dire, moi, la dernière chose que j'ai dit, c'est mets le frein à main, Ouais. qui est presque drôle à la limite, tu vois. Bah oui, mais c'est drôle. Et ça montre que, ce genre de choses, de toute façon, n'est pas contrôlable. Non, Et Oliver Lachaud le montre parfaitement bien. c'est clair. Et puis, à un moment donné aussi, il y a au moment où la voiture vient de tomber, il le regarde. Il y a Sergi Lopez qui erre un peu sans but, Quelle scène qui aussi. marche. Et la femme, j'ai oublié son prénom, elle dit... Jade. Oui. Et me du semble. coup, Jade dit quand le choc sera passé, ce sera horrible pour lui et tout. Ouais. Et c'est marrant parce que c'est un peu... Enfin, en tant que spectateur, je l'ai un peu vécu comme ça aussi. Parce que j'étais un peu sidéré pendant tout le film, en fait. Et c'est plus tard, le soir, après avoir vu le film, quand j'étais chez moi, où là, la scène de cette voiture qui tombe dans le ravin me revenait en boucle dans la tête. En fait, il m'est arrivé. En fait, Jade a pré-shot ce qui allait arriver Ouais. au personnage de Sergi Lopez, mais aussi au spectateur du C'est film. vrai. Parce Tout à que sur fait. le moment, comme on disait, ça arrive tellement vite, tellement soudainement, qu'on se rend pas compte. Mais c'est après que la scène elle reste. Et le vrai effroi, il est là. C'est quand tu y repenses 2-3 heures après, le lendemain. Tu te dis, putain, c'est arrivé, ça peut Le arriver. vertige est assez dingue. C'est Ouais. assez fou. Mais donc je parlais du fait que ce soit un film sur la mort, mais j'avais un peu une autre interprétation aussi du film, c'est il y a beaucoup de, mais t'en as déjà un peu parlé du coup aussi sur le mouvement. Mm. Je trouve ça parle beaucoup de mouvement dans ce film. Il y a beaucoup de mouvements de population déjà. Ouais. Parce qu'on n'a pas dit, mais il y a un arrière-fond du film, on ne sait pas C'est trop vrai. quand ça se passe, mais il y a un arrière-fond du film où ça se passerait à un moment donné, un début de Troisième Guerre mondiale, c'est dit à la radio à un moment donné. Ouais. Il y a quelques scènes de radio où on entend un peu pour recontextualiser l'état du monde au moment du film. Et on comprend que c'est un peu le chaos en dehors de Ouais, tout c'est ça. D'ailleurs, il y a encore une fois, dans ce principe de mouvement, à un moment donné, on voit un convoi militaire passer Ouais. dans le désert. Et du coup, ces mouvements de population, ça commence déjà par les toughers, au début, qui sont évacués par l'armée ou Ouais. la police. C'est l'armée. C'est l'armée au début, qui sont évacués par l'armée du coup du lieu de teuf. Et ça que le film débute de cette manière, c'est que du coup les deux camions qu'on va suivre pendant tout le film arrivent à trouver un chemin pour s'extirper de ce convoi obligé par les militaires. Donc beaucoup de mouvements de personnes. Et il y a aussi les images de population qui doivent fuir. Enfin, il y a des moments d'exode dans ce film. Bah oui, le plan final aussi. Le plan qui est final, mais même exceptionnel. t'as le plan aussi, enfin toute la scène où ils vont essayer de chercher de l'essence, où t'as plein de monde qui est sur la Oui, route c'est en train de vrai. chercher de l'essence. C'est vrai qu'il y a ce...
cette espèce de contexte apocalyptique. On l'a par la radio, mais on l'a aussi par ce moment où ils vont à la station essence et la station essence Ouais. est remplie de gens qui se battent pour mettre de l'essence dans leur voiture. Donc on comprend déjà qu'il y a qu'il y a quelque Il chose se qui passe se quelque passe. chose. Ouais. Il se passe quelque chose dans ce monde. Ouais. On le sait pas trop, on sait que c'est le chaos au début de la Troisième Guerre mondiale. Et pareil, une autre scène de mouvement, c'est il y a un plan, enfin la caméra qui s'attarde sur une télé diffusant les images de la Mecque. Oui, c'est vrai. Donc pareil, un mouvement la plus circulaire. D'ailleurs, du coup, il y a aussi cette scène de fin, hein, la scène de fin. Donc c'est les 3 personnages qui sont restés en vie, ouais. qui sont sur un train. Ouais. Qui sont sur un train avec énormément de monde. Un train qui a l'air d'aller vers nulle part, mais on sait pas trop. Bah, mais en fait, c'est un peu. sûrement vers le sud, du coup. Mais, Parce qu'on parlait en début de podcast, on parlait du film comme étant un road trip. C'est totalement un road trip, mais dont la destination est inconnue. C'est-à-dire, c'est un road trip qui va nulle part. Oui, tout à fait. On sait pas vraiment, on n'a pas vraiment de point de chute. Il y a un moment donné qui disent qu'ils vont vers le sud, enfin que cette mais deuxième teuf va vers serait vers le sud. C'est vraiment le plus important, c'est pas la destination, c'est le voyage, quoi. Exactement. Et d'ailleurs, je vais citer du coup Oliver Lax, qui apparemment, c'est la première image du film qu'il avait en tête, c'était cette scène finale. Ah oui, j'ai entendu ça aussi, ouais. Et qui dit, dans ce train, il y a peut-être les échos d'un crépuscule, d'un monde qui finit, et peut-être, pourquoi pas, les échos d'un monde qui va commencer. Ok. J'aime beaucoup. Oui. C'est encore une fois, ça reste flou. Oui. Totalement flou sur ce que pourrait donner la suite de ces personnages, mais voilà, donc je pense qu'il y a ce truc à creuser sur le mouvement, encore une fois, mouvement de population, que ça soit obligé ou pas, encore une fois, parce que pareil, hein, le fait que les toughers aillent de teuf en teuf comme ça, il y a aussi c'est pour fuir pour fuir la réalité, mais pour fuir aussi plus concrètement, pour fuir les autorités, la police, les militaires, parce qu'on comprend très vite qu'ils n'ont pas le droit d'être là où ils sont. Oui, exactement. De toute façon, voilà. Et juste, je voulais finir, moi, mon propos sur une des mines que je trouve... j'ai rarement été autant mis en tension. Ah ouais, c'est clair que la tension maximum. Que cette scène à la fin où tu as 2 personnages qui doivent rejoindre Sergi Lopez, qui lui a réussi à passer à travers les mines de manière, encore une fois, c'est... Bah, c'est ce qu'on disait, c'est un peu là où il y a l'espèce de sous-texte transcendance par tout à fait. par la mort, de dire qu'en fait le lâcher-prise qu'il a acquis en perdant tout ce qu'il avait. Il le dit, il le dit d'ailleurs, j'ai marché, j'ai pas réfléchi. Comment t'as réussi. Un personnage lui demande comment t'as réussi à passer alors qu'il y a plein de mines, il a dit j'ai marché sans réfléchir. Et d'ailleurs, il y a un autre personnage qui le suit après, lui va se prendre une mine et qui explose. Alors qu'on pourrait penser que c'est en ça aussi que le cinéma de Latché est très aléatoire. Enfin, en tout cas, qu'il n'a pas mis vraiment de morale ou de... C'est-à-dire qu'en fait, on pourrait penser que ces personnages de Tuffer sont déjà... ont déjà se lâcher prise, puisque eux-mêmes... Donc, eux aussi vont réussir à passer comme lui. Et en fait, non, parce que eux, ils sautent, quoi. Peut-être parce qu'ils n'ont pas vécu un drame assez fort. Bon, pourtant, ils viennent de voir 2 amis à eux juste avant exploser en vol. C'est assez fou comme scène parce que oui, tu parlais de tension, c'est dingue. Encore une fois, tout est palpable, les corps, tu les vois. Ouais, bah les explosions, elles sont dingues. Voilà, c'est la première explosion. Et c'est pas des. Oui, la première explosion. Enfin, c'est. Enfin, je sais pas comment. Enfin, faut le voir. D'ailleurs, vous voyez ce film en salle, je pense. Ah oui, il faut vraiment aller le voir au cinéma, je pense. Et d'ailleurs, sur cette scène de fin des 2 personnages, encore une fois, ça rejoint un peu ce que tu dis, mais les 2 personnages qui essayent de marcher, qui marchent pour essayer d'aller rejoindre Sergi Lopez. L'Axé dit qu'il s'est inspiré de Nostalgia de Tarkovsky. Ah mais oui, La Bougie. La Bougie. Mais oui. Direction l'abîme, comme il dit. Évidemment. Direction l'abîme. Mais bien sûr. Et voilà, enfin... Bien sûr. Encore une fois, on a les références qu'on mérite. Et l'Axé a des très bonnes références. Et ça fonctionne, je pense qu'il a réussi quelque chose d'assez grand. Ouais. D'assez unique. Et de toute façon, là, il a dit que, j'ai vu encore une fois dans une de ses interviews, que là, il avait aucune idée pour la suite de sa carrière. Que là, il a tout mis là-dedans.
il a grandi en tant qu'homme en faisant ce film. Et faut savoir que c'était un scénario qu'il avait débuté en 2013 en plus. Voilà, on sait pas s'il refera un film un jour, je pense que oui, mais on verra quand. Parce que déjà, Viendra le feu, c'était il y a quelques temps maintenant. Donc 2019, donc, voilà. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire sur... Ouais, moi je reviens rapidement sur la scène des mines et sur du coup ce que tu avais dit Flo sur la résilience des personnages. C'est que tu as un personnage du coup, Sergi Lopez, qui réussit à traverser justement ce champ de mines en marchant tout droit, sans se poser de questions, parce qu'en même temps il a plus rien à perdre, il est déjà dans la résilience de ce qui lui est arrivé. Et donc du coup on voit, c'est Biggie qui explose, il me semble. C'est À Biggie qui ce essaye de... moment-là, est-ce que Juste après. c'est Oui, c'est Biggie, oui. Ouais, ouais, mais C'est le c'est dernier c'est le qui, premier qui essaie malheureusement, de traverser avec lui. Donc lui, il explose en suivant malheureusement les pas de son ami Sergio Lopez. Et derrière, les deux personnages réussissent par contre à passer. Et c'est en fermant les yeux. Donc du coup, Ouais. peut-être l'image la plus résiliente qui puisse arriver, Oui, c'est c'est vrai. simplement de... Voilà, tout ça, c'est arrivé. Ils Se ont laisser déjà perdu porter, ouais. 3 de leurs amis. Oui, Sergio c'est Lopez, ça, il a perdu son son fils. fils. Il me semble qu'au bout d'un moment, il y a même une notion qui est faite sur le fait que Biggie, c'est un petit peu le meilleur d'entre eux. Ouais, Et le meilleur d'entre eux vient de mourir. Peut-être que justement, à ce moment-là, en termes de douleur, bon, c'est quand même, je pense, plus dur de perdre son fils qu'un ami. Mais je pense que quand tu viens de perdre 3 amis en l'espace de oui, 30 oui, il y a minutes, pas de... bah, tu, Mais tu c'est te vrai qu'au retrouves un petit final, peu c'est en lui, quoi. intéressant ce truc de fermer les yeux parce que Biggie essaye de suivre les pas de, comme tu disais, de Sergio Lopez, c'est-à-dire que il se dit, je suis ce passage, il est passé par là, donc il mine pas, il explose. Il y va de manière très sûre de lui Oui, en voilà. plus. Et Vraiment, les il a, deux il y a autres, plus aucun danger pour lui. ouais, c'est Il y ça. va, son ami l'a réussi, et donc du coup il va y arriver. Mais voilà, je pense que c'est là justement où, comme tu l'as dit un petit peu, mais il y a une sorte de mysticisme quand même qui suit dans tout le Ah film, bah oui. alors que c'est un film qui est quand même très réel en fait. Mais c'est On ça est qui est, dans ouais, c'est ce qu'on des... Et en disait, fait, c'est on que la réussit à voir, forme est c'est ça. ultra réaliste Ouais, pour un film très mystique, ce qui au final, tu parlais de Tarkovsky, tu parlais de oui, Tarkovsky, Guigui, c'est, on est là-dedans, on est ouais. dans cette espèce de réalisme mystique, quoi. C'est De... ça. Des personnages qui sont, voilà, qui font une route, un peu comme dans Stalker, qui font une Oui, route voilà, oui, c'est ensemble, vrai que ça peut, on peut qui penser à Stalker avancent et aussi qui, totalement. surtout que dans un territoire un peu désert, un peu Ouais, ouais, inhabité et voilà, mystérieux. En fait, tu sais ouais. pas ce qui va t'attendre, même si, enfin, tu sais un peu quand même que ça va être du sable J'espère et juste du désert. que le désert n'était pas radioactif comme la zone de Stalker et qu'ils vont pas tous mourir d'un cancer dans les 20 ans, comme Tarkovsky. Oui, oui, je sais, mais je sais, mais c'est vrai qu'on a un expert. Guigui nous a dit que c'était le désert côté algérien qui était radioactif, car Guigui, je ne peux pas le dire en public. Je ne peux pas révéler le travail du Gap Guy online. Combien de et temps ça fait Bruce qu'on parle? Banner. Eh ben, ça fait 45 minutes. Ok, c'est beaucoup. C'est bon. Ça va. En tout cas, passons maintenant au deuxième film de cette émission. Et oui, parce qu'il y en a un deuxième quand Parce même. qu'il faut en faire un deuxième. Palombella Rossa de Nanni Moretti. Nanni Moretti, célèbre cinéaste italien, grand cinéaste romain, qui fait des films depuis fin des années 70, qui travaille un espèce de cinéma euh, communisto. C'est... Pardon. Ouais, qui a un espèce de geste. D'ailleurs, pour ça, il a beaucoup été comparé à tort à Woody Allen, vu qu'il met en scène un personnage qui est très proche de sa vraie personnalité, qui a un alter ego qui s'appelle Michele, qui est un personnage qui revient dans la plupart de ses films. Il brouille souvent les pistes entre narration et documentaire. Je pense notamment à un de ses films, Journal intime, qui est sorti. Oui, 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 non, je l'ai vu. tu plus sois. Je l'ai vu pas plus tard qu'il y a 2 jours, donc Il est super. incroyable. Et donc, c'était ces films-là, Journal intime, Aprile, qui est génial aussi, que j'ai vu il y a pas longtemps, que j'ai préféré. Journal intime qui est un peu. Qui est peut-être un peu trop parfois égocentrique, on va dire. Là où le film April est beaucoup plus enfin, en tout cas, j'ai préféré ce film-là. Il a fait des films aussi un peu plus
institutionnel, on va dire, un peu plus classique. Il y a La Chambre du Fils en 2001 qui lui rapporte la Palme d'Or, qui est un mélodrame assez dingue, que je considère comme un chef-d'œuvre, qui est... De quoi? J'ai pas vu, justement, j'allais revenir à ses derniers films. Pour le coup, moi, le dernier film en date de Nanni Moretti que j'ai vu, c'est Mia Madre, qui est sorti en 2014 ou 2015. Et j'ai pas vu les films qu'il a fait après. J'ai pas vu toute sa filmographie. Bah, moi, je suis pas très au fait, malheureusement. J'en ai vu quand même 5 ou 6. Plutôt 6. Et, et donc voilà, c'est un cinéaste, comme on disait, qui joue son propre rôle, qui se met très souvent en scène et qui va essayer de traiter des différents sujets de l'Italie contemporaine, donc la politique, le sport, le cinéma, les gens, la société, et qui va le faire toujours avec un espèce de... dans une forme toujours assez unique, où il va s'amuser, bah là par exemple dans Palombella Rossa, qui est son 6e film dont on va parler aujourd'hui, qui suit en fait le personnage de Michele, qui à la suite d'un accident perd la mémoire, et qui en fait au moment où il sort de l'hôpital va se faire prendre dans un bus de water polo, et il comprend en fait, lui il est amnésique, et il comprend qu'en fait il est joueur professionnel de water polo, il se rend compte plus tard qu'il a été communiste, Qu'il est député communiste. qu'il est député communiste, et, euh, et donc c'est un film sur la mémoire, sur comment... sur sa propre vie aussi, sur comment... qu'est-ce qui fait... qu'est-ce qui fait qu'on est qui on est, au Et sur final. la société italienne aussi. Et en filigrane, sur la société italienne, forcément, de l'époque, donc des années 80, 90, donc début des années 90, l'arrivée de... Enfin, les prémices du grand Silvio Berlusconi. Un basculement, voilà, encore une fois, un basculement dans l'histoire du cinéma italien déjà. Du cinéma italien et de la politique italienne, et cette espèce de métaphore avec le match de water-polo et la situation politique en Italie, plus spécifiquement en Europe aussi, où il va y avoir cette espèce de deuxième défaite après les années 70 de la gauche, qui a ensuite été suivie par de nombreuses autres défaites. Et le film est intéressant sur ça aussi, la fin du film. En fait, tout ce match de water polo est, comme je disais, une espèce de métaphore de la loose, quoi. Bien sûr. C'est-à-dire cette espèce de... Parce que palombella, du coup, c'est un terme qui veut dire... qui signifie le lobe C'est ça. water polo. C'est le lobe. Du coup, c'est la colombe rouge. Oui, voilà. Donc déjà, encore une fois, il y a cette notion de rouge. Mais c'est un lobe, ouais. C'est ça, et C'est un c'est lobe au water polo. et c'est aussi l'art du beau geste, quoi. C'est-à-dire l'espèce de loser magnifique qui va maîtriser ce geste-là, mais qui ne va pas concrétiser. Par contre, déjà, colombe rouge, quel nom, quel titre exceptionnel. Non, mais Oui, enfin, c'est un très beau titre. c'est le titre parfait pour ce film. Tout à fait. Et oh. Donc le Gap, tu découvres Nanni Moretti avec ce film, c'est ça? Exactement. Et moi, je découvre Nanni Moretti avec Palombella Rossa. Donc, on m'a beaucoup parlé de Nanni Moretti. Je sais très bien l'importance du cinéaste, mais je me suis jamais attelé à sa filmographie. Il est toujours temps de commencer, hein. Du coup, comme tu disais, le principe de base, c'est pas compliqué. C'est un mec qui souffre d'amnésie après un accident de voiture et il doit construire les grands principes de sa vie. Et du coup, on suit, du coup, le spectateur suit cette reconstruction en même temps que le personnage de Nanni Moretti. Et je trouve le geste est assez formidable, avec du coup un lieu privilégié qui est la piscine. La piscine où se joue du coup le water polo. Et du coup, sport que pratique Michele. Donc, comme tu disais, je vais pas trop te paragrapher, mais du coup, il découvre qu'il est un député communiste, donc en 1989. Moment, on va pas vous l'apprendre, où le Parti communiste est un mouvement plus bas, surtout en Italie.
et plus même plus globalement en Europe. Mais du coup, ce que dit Moretti, c'est qu'il du coup, il faut continuer à se battre pour ses idées. Et tout comme cette partie du coup de water polo, parce que ça se passe pendant une partie de water polo, très mal embarqué, on peut le dire, très très mal embarqué. Du coup, Moretti du coup utilise l'absurde et le burlesque, qui donne des scènes assez dingues tout au long du film. C'est un film très bavard, avec des scènes de dialogue qui me font beaucoup penser. Alors, je fais encore une comparaison, mais beaucoup penser à la chinoise de Godard. D'ailleurs, tout le film, je trouve que c'est un geste très, très godardien. Dans le rocambolesque, je pense aussi à Week-end de Godard, avec pas mal d'analogies avec le réel de la société française du moment. Avec beaucoup, dans Week-end, il y a beaucoup d'accidents de voiture. Moment où la société française se dit il faut acheter des voitures, des voitures, des voitures. Bref, vous voyez Week-end de Godard, c'est assez dingue comme film. Mais du coup, ce film m'a fait beaucoup penser. C'est un geste très, très godardien, je trouve, de Moretti. Et j'aime beaucoup aussi je trouve qu'il y a beaucoup de nostalgie dans ce film. Déjà, la présence permanente du film Docteur Jivago, enfin, tous les personnages se retrouvent à un moment donné devant une télé, devant le film Docteur Jivago. Oui, parce qu'il filme en fait le visionnage de Dr. Zhivago comme un film, comme un match de foot. Enfin, comme un match, quoi. Les spectateurs regardent la fin de Dr. Zhivago comme s'ils regardaient la fin d'un match ultra serré où tout le monde lui dit mais vas-y, cours! Et t'as vraiment tout le stade qui s'arrête de vivre pour regarder la fin du film. Voilà, et exactement. Et du coup, je pense, bah, du coup, il y a une certaine nostalgie, encore une fois, bah, du coup, de la révolution russe. Et d'un rêve où l'époque, c'était une époque où les partis communistes étaient encore révolutionnaires. Mais aussi même le personnage de Michele, je pense à l'exemple, enfin il y a une magnifique scène à un moment donné où il dit juste les goûters de mon enfance ne reviendront plus, les après-midi de mai, et là il crie maman. Et donc c'est un film aussi avec beaucoup de nostalgie. Je trouve le geste de Moretti assez exceptionnel sur ce film. Oui, c'est beaucoup de nostalgie. Au final, ça parle de cette perte de mémoire qu'il subit. C'est un peu une excuse pour qu'est-ce qui se passerait? Parce que lui, il fait un peu sa crise de la. Il a 35 ans à ce moment-là. Et il est à un carrefour de sa vie où. Parce qu'en fait, il était vraiment joueur professionnel de water polo, il faut le savoir. Et je pense qu'il est à un moment de sa vie où lui, ça fait 10 ans qu'il fait des films. Donc il a quand même une assise dans le cinéma italien, cinéma européen en général. Et il y a notamment ces deux personnages qui arrêtent pas de venir le voir pour lui proposer des gâteaux et des pâtisseries. Parce que c'est dans la filmographie de Nanni Moretti, qui se met donc beaucoup en scène, il dit très souvent qu'il adore les gâteaux, en fait. Que c'est ça. En gros, il est très gourmand, machin. Et donc, ça représente ces gens, ces fans de la première heure qui veulent le ramener à ses films d'avant, en lui disant tiens, remange des gâteaux. Donc, il est un peu tiraillé de toutes parts entre, du coup, cette carrière cinématographique, sa carrière sportive, sa carrière politique. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui? Enfin, aujourd'hui, en tout cas, le aujourd'hui de l'époque 89, parce que oui, t'as sous-entendu que 89 c'était compliqué, parce que 89 c'est la fin de justement, c'est la chute du mur de Berlin et la chute c'était URSS qui va suivre. Donc la fin est vraiment comment dire, le, la fin la désillusion communiste, enfin définitivement, et où en fait, oui, comme tu disais, être à la tête d'un parti communiste te remet directement face au stalinisme. Et à l'époque, d'ailleurs, il n'y a pas que Nanni Moretti, je sais qu'il y a beaucoup de cinéastes français notamment qui sont pris notamment Yves Montand à l'époque et Costa Gavras, qui étaient des cinéastes communistes qui se sont pris à la gueule un peu les dérives du stalinisme et dont les gens se sont servis pour discréditer les propos de ces cinéastes-là. Et c'est très intéressant de voir en fait comment Nanni Moretti va
comment Nanni Moretti va parler de tout ça, en fait, parce que, comme je disais, il est à un carrefour de sa vie, et en fait, il en est à se demander, mais si je n'avais pas ma culture politique des années 70, 60, en tout cas de ma culture étudiante, est-ce que aujourd'hui je serais communiste? Et en fait, il se sert de l'amnésie aussi pour parler de qu'est-ce qui, comme je disais tout à l'heure un petit peu, qu'est-ce qui fait ce qu'on est? Est-ce que j'aime vraiment le water polo? Est-ce que j'aime faire du cinéma? Est-ce que je suis de gauche? Est-ce que et et mmh ça recoupe un petit peu avec Sirat aussi sur ce côté questionnement de qui on est vraiment. Qu'est-ce qui fait qu'on fait les choses qu'on fait dans la vie? Qu'est-ce qui nous motive? Qu'est-ce qui Parce que là, on a un personnage qui est désabusé. Bon, après, c'est le personnage la persona de Nanni Moretti. Il en joue beaucoup dans toute sa filmographie pour faire un personnage un petit peu burlesque, comique. Mais ça parle aussi du journalisme, de comment il y a toute une scène où il se fait interviewer et où il, s- il sort de ses gonds parce que la journaliste euh, retranscrit mal des propos qu'il lui a dit. Il dit mais comment s'y parle là? Parce qu'elle fait des anglicismes et il dit, et lui ça le rend fou. Il est sur l'importance des mots, sur l'appel de la religion, parce qu'il y a avec les chrétiens les fameux chrétiens de gauche. Parce que l'Italie est quand même malgré tout un pays extrêmement ancré dans le catholicisme, encore à l'époque et encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui, on le voit avec d'ailleurs leur chef de l'État, qu'on adore d'ailleurs, Madame Meloni, qui est en duplex avec nous, qui va nous dire tout de suite ce qu'elle pense de Palombella Rossa. Non, et toi, du coup, Ranger Ben aussi, en termes de Nanni Moretti, tu te places où? Quel est ton rapport avec lui? Alors moi, c'est le troisième Nanni Moretti que j'ai vu. J'ai commencé avec Aprile que j'avais beaucoup aimé. Ensuite, merde, le dernier qui est sorti au cinéma. C'est ça, je te l'ai dit en plus tout à Oui. l'heure. Vers un avenir radieux ensuite, donc je suis resté sur deux très bonnes notes avec Nanni Moretti. J'avais commencé Journal intime, mais je sais plus pourquoi je l'ai pas fini et jamais je l'ai continué, donc il faut vraiment que je le finisse. Et Palombella Rossa, pour moi, ça a continué vraiment la veine de ce que j'avais vu de lui et j'avais beaucoup aimé, donc j'ai encore une fois beaucoup aimé. Je suis pas forcément d'accord avec toi quand tu dis qu'il est comparé à Thor, à Woody Allen. Sur le fond, je comprends, parce que c'est vrai qu'ils traitent pas du tout les mêmes sujets, mais sur la forme, on est quand même sur deux cinéastes assez névrosés et avec beaucoup de problèmes qui parlent d'eux-mêmes. Même le style de réalisation, ce genre de choses-là, je trouve qu'on s'en rapproche beaucoup, mais c'est pas une critique. Oui, oui, non, mais qui parlent d'eux-mêmes, mais je trouve que quand même Woody Allen fait des films qui sont beaucoup plus hollywoodiens, classiques, américains, là où Nanni Moretti va quand même, là, sur ce film en particulier, en plus, va quand même user beaucoup de gags visuels et de moments un petit peu hors du temps, là où Woody Allen va faire des films quand même qui sont beaucoup plus narratifs, beaucoup plus simples. Et oui, alors en fait, si tous les réalisateurs qui se mettent en scène et qui ont un peu de recul sur eux-mêmes sont Woody Allen, bon, on embrasse Woody Allen d'ailleurs, hein. Je plaisante. Qu'il rôtisse. Toujours pas d'accord avec toi, mais. Ok, je ne valide pas ces propos qui ont été dits particulièrement. Non, je rigole, tu pourras couper ça au. Euh, Non, mais on va pas développer, c'est pas un podcast sur ça. Mais donc, pour moi, ça a été vraiment un film que j'ai beaucoup aimé aussi finalement, dans sa subtilité à traiter divers sujets et tout ça à travers cette partie de water polo qui peut sembler anecdotique, mais qui en fait est une super comparaison, métaphore à ce que ressent le personnage, aussi à l'état de la vie politique du Parti communiste italien à ce moment-là, parce que du coup, comme vous l'avez dit, un peu avant Berlusconi, quelques semaines avant la chute du mur de Berlin, j'ai vu que ça sortait, même le film, il sort quelques semaines avant. Et voilà, donc on est sur un parti qui se cherche aussi, parce que tout est en train de s'effondrer pour lui, parce que voilà, constamment ramené au stalinisme aussi, à toutes les dérives qui ont pu avoir lieu et qui n'ont jamais appliqué la politique comme elle était censée l'être.
Et forcément, ce personnage amnésique qui se cherche, c'est en fait lui une allégorie du parti communiste pardon, italien, qui lui-même se cherche, qui lui-même est à la recherche finalement d'objectifs, de choses à proposer, et en même temps qui s'est laissé vieillir. Et je trouve que c'est hyper bien retranscrit au bout d'un moment, un échange. Il me semble que c'est avec la journaliste qu'il a cet échange. Et elle lui dit, en gros, oui, tous vos amis de gauche, maintenant, c'est bon, ils sont plus de gauche, ils ont mis les souliers de leurs parents, et en fait, c'est bon, ils sont plus autant politisés qu'avant. Et forcément, bah, ça rappelle le triste sort de beaucoup de figures de gauche qui ont pu exister en France. On fait un bonjour à Cohn-Bendit, qui, qui voilà, a beaucoup changé. Bon, je dis pas que. Bref. Mais voilà, on est quand même sur, je trouve, une super métaphore du parti communiste et italien. Et ouais, moi j'ai vraiment énormément apprécié la mise en scène, tout ça. Enfin, on va en parler encore. Ouais, puis il faut dire que le film est quand même très très drôle parce que là on parle de métaphore du Parti communiste, on parle de l'amnésie, mais c'est un film qui reste quand même une comédie, c'est un film qui rigole beaucoup, qui regarde tout ça avec beaucoup un cynisme assez dingue, qui se moque beaucoup lui-même Nanni Moretti se moque beaucoup de lui-même, de cette espèce de naïveté d'avoir cru que quelque chose était possible dans un monde où qui en fait va totalement dans le sens inverse de ce que lui aimerait faire. Ouais, d'ailleurs, dans ce sens, justement, avec le monde qui va dans un sens inverse, moi, il y a un truc que j'ai beaucoup aimé, c'est que, en tout cas, toute cette partie de water polo, je l'ai vue comme, du coup, une partie du Parti communiste qui essaie de gagner contre un ennemi qui est trop grand pour lui, donc on peut l'appeler capitalisme ou... Mais qui est aussi, non seulement le Parti communiste, mais qui est aussi le cinéaste lui-même qui est contre les spectateurs. C'est en ça que le film est fort, c'est qu'il a plusieurs. Ce n'est pas que le Parti communiste, c'est aussi lui-même en tant qu'homme, la fin de sa jeunesse, en fait, qui voit sa vie qui est proche de se terminer. Donc il y a tout ça qui se joue en même temps, c'est en ça que c'est fort. Ouais, vraiment d'avoir réussi à traiter différents sujets dans un seul. Et moi, il y a un moment qui est assez subtil dans le film, qu'on peut remarquer à peine, mais c'est au bout d'un moment où t'as l'arbitre qui est en train d'arbitrer, donc, et avec quelqu'un à côté qui est en train de lui dire quoi faire, qui est clairement en train de truquer le match. Et en fait, comme on peut le voir avec, bah, par exemple, le journalisme aujourd'hui ou à l'époque, et donc du coup, avec cette journaliste qui change les propos, qui met des anglicismes là où il en a pas mis, sur l'important, enfin, qui du coup fait comprendre l'importance des mots pour Nanni Moretti. Bah en fait, on est dans un jeu qui est truqué, et là où peut-être les arbitres sont les journalistes, bah en fait, eux-mêmes sont finalement un peu corrompus. Totalement. Et cette corruption, et en fait, le fait que le jeu soit truqué fait que il habitue à la défaite. Et au moment où donc il y a ce moment à la fin du film, qui est donc aussi la fin du match, où les deux équipes sont à égalité. Et non, pardon, l'équipe adverse mène d'un but. Donc l'équipe de Nanni Moretti est en train de perdre. Et à la dernière seconde, ils ont ce penalty. Et Nanni Moretti tire le penalty et marque avant que l'arbitre siffle. Et on a toute une scène où tout le monde célèbre, qui est un espèce de moment où en fait ils se sont réjouis trop tôt, ils ont célébré trop tôt, ils ont célébré la victoire avant même d'avoir gagné pour de vrai. Et en fait, ce sera beaucoup plus laborieux. Tu parlais aussi oui, de l'arbitre, les jeux, les dés sont pipés. Et du coup, ce sera jamais gagné. Et ce sera encore plus dur de gagner. Et au moment donné où il faut concrétiser pour de bon, l'habitude de la défaite fait qu'il n'arrive pas, il rate ce penalty, il perd le match. Ouais, et justement sur ce match, ils reviennent au score après, il me semble qu'ils sont en train de perdre de 7 buts. Et ils réussissent à revenir justement à un but, et ça se déclenche avec Nanni Moretti, son but. Je me souviens qu'il met justement un lob.
Et pour moi, c'est justement tout le propos du film. Un lobe, c'est un geste avec à la fois de la certitude, mais aussi pas mal de confiance et de l'inspiration. Et je pense que justement, c'est un petit peu ce qu'il essaie de dire, c'est que ce parti communiste, pour se reconstruire, il va aussi avoir besoin de certains éclairs de génie, Panache. c'est ça, de moments de panache, parce qu'en fait, voilà, c'est pas joué, tu peux encore revenir de cette butte, quoi. Et c'est ce qu'il dit aussi dans Aprilé et qui dit beaucoup aussi en interview. J'ai lu pas mal d'interviews au moment de la sortie de ce film où il dit qu'il faut laisser place à la jeunesse. Il faut un souffle nouveau parce que les gauchistes des années 60 dont on parlait tout à l'heure sont soit matrixés par le stalinisme et le maoïsme. Enfin, en tout cas, sont sur des anciennes. Sur des anciens modèles qui sont en plus pas forcément des modèles qui ont fonctionné ou qui sont viables. Et lui demande en fait que la classe politique se renouvelle. Et lui se met même dans la catégorie des vieux parce que lui-même a échoué. Et donc, il a envie qu'il y ait un nouveau souffle dans le cinéma aussi, dans la politique. En fait, lui, il est dans un moment aussi où il se questionne sur est-ce que je continue de faire des films, est-ce que j'arrête, à quoi je sers, en fait, quel est, quel est, quel est mon sens. Il est dans une espèce de crise existentielle. Et c'est intéressant de voir comment. Parce qu'aussi, il y a des moments dans le film où il utilise des flashbacks des vieilles scènes où il se rappelle de sa jeunesse, qui sont un vrai film qu'il avait tourné en 16 mm. Je crois que c'est son film de fin d'études. Donc c'est vraiment des images de lui 20 ans avant, qui a déjà cette espèce de discours de loser, de la gauche est condamné à la défaite parce qu'on a des habitudes, etc. Tout ce qu'on dit depuis le début. Donc c'est intéressant de voir cette espèce de vision qu'il avait depuis très tôt. Et c'est pour ça, en fait, il y a ce côté dans le film où Nanni Moretti parle énormément, il s'arrête jamais, c'est un moulin à paroles, et pourtant, tu as l'impression que personne ne l'écoute. Les gens mais personne n'entend ce qu'il veut dire, et du coup, tout le monde fait les erreurs sans cesse, sans cesse, sans cesse. Et même ce lobe dont on parle, le coach à un moment lui dit arrête de faire des lobes, arrête de lober, etc. Donc il y a comme tu disais Guigui, un besoin de révolutionner dans le sens, il faut révolutionner, il faut changer nos modes d'action, il faut changer comment on voit la vie, il faut changer nos actions politiques, il faut changer la façon de faire du cinéma. Là d'ailleurs, ça se voit, le film, pour reparler de cinéma un peu, c'est une forme totalement inédite. On est dans quelque chose, voilà, tu l'as dit, on est quasiment intégralement dans une piscine. On a des sauts dans le temps. Narrativement, c'est complètement explosé. Le début du film, voilà, on a des moments de flashback d'il y a 20 ans, puis ensuite on saute un peu dans le temps, tout ça. Et c'est un film qui essaye de bousculer un petit peu ce qui se fait à l'époque, qui ne veut pas aller dans cette espèce de classicisme qui nous amène au ronronnement, en fait, qui est de refaire constamment les mêmes choses, comme tu disais, Ben, tout à l'heure, de mettre ses souliers. Voilà, tu peux mettre les jeunes gauchistes qui maintenant reprennent les jobs de leurs parents et mettre leurs souliers de patron et arrêtent d'être politisés, comme les cinéastes qui débarquent fringants en ayant envie de faire des choses, des nouvelles images, et qui au final se retrouvent à faire constamment le même film. Donc ça, c'est ultra intéressant. Et j'ai beaucoup aimé aussi cette espèce de message, euh, parce que ça recoupe un peu ce que je disais tout à l'heure quand il se demande pourquoi il fait ce qu'il fait, c'est qu'au final, il y a quand même un sens de communauté, ce besoin de communauté de Nanni Moretti, qui se dit, en fait, moi, ce que j'aime, peut-être que j'en ai marre du water polo, le sport, on fait des fautes, le public, l'arbitre. Moi, c'est le vestiaire, le moment où on est tous ensemble et où on mange de la pizza et on s'amuse et on est tous ensemble, quoi. Comme dans la politique, voilà, c'est ses amis avec qui il fait des actions et tout. Et ça, je trouve ça vraiment très touchant. En fait, la fin du film est très touchante. On est vraiment sur un truc assez absurde, un petit peu poétique tout au long du film. Et sur la fin, ça devient très réaliste en fait, c'est juste Nanni Moretti, c'est juste un mec
qui vieillit et comme tu disais, Guigui, qui a la nostalgie de sa jeunesse et qui a envie, en fait, de retrouver cette communauté qu'il avait, ces liens d'amitié qu'il avait avec ses coéquipiers et avec ses camarades politiques, et qu'il est dans un moment de sa vie où, justement, lui continue à s'arracher, enfin, oui, à continuer à militer, mais il perd de plus en plus de gens, que ce soit, bah, du coup, le moment où il y a aussi l'enterrement d'un ami à lui, il retrouve son discours d'enterrement au début du film, à l'enterrement d'un ami, donc il y a ce côté aussi sur le deuil, enfin, il y a beaucoup de choses qui se passent. C'est un film ultra riche, et c'est vrai que moi, j'avais vu les films de Nanni Moretti que j'avais vus avant étaient beaucoup plus classiques, beaucoup plus simples, et là, j'étais très agréablement surpris de voir un film qui fonctionne sur 3-4 strates, quoi. C'était assez impressionnant, donc voilà. Ouais, non, pas grand-chose à rajouter à tout ce que vous avez dit, mais je suis d'accord sur le fait que ce soit un film ultra riche. Vraiment, je pense aussi à cette scène des panneaux publicitaires dans la piscine, assez exceptionnelle. Mais encore une fois, pour la dénonciation de beaucoup de choses. Mais ouais, mais Nanni Moretti, de toute façon, donc comme je le disais, il a cette nostalgie du moment où tout était. Enfin, la révolution russe, c'est en gros, on arrête avec les tsars maintenant, on passe à autre chose. On passe à quelque chose de plus collectif, de mise en commun. Et je pense que Nanni Moretti, voilà, il veut, pour ça qu'il diffuse du coup encore une fois les images de Dr Jivago, c'est que il a cette nostalgie-là, pas la nostalgie de cette époque, mais la nostalgie de ça, du fait que il y a eu un moment où on s'est dit, là, il y a un moment donné où il faut révolutionner les choses, et là, peut-être qu'on doit y retourner un peu. Peut-être qu'on doit de nouveau révolutionner les choses, et plus globalement, pas que dans la société, sportivement, bah, bref. Mais, mais c'est pas, encore une fois, c'est aussi, enfin, si Nanni Moretti fait le choix du water polo, alors c'est un sport qu'il a vraiment pratiqué, mais c'est pas pour rien qu'il choisit un sport collectif aussi, quoi. À un moment donné, comme tu sais, ces scènes de vestiaire où ça mange une pizza, bah, si t'es tennisman, t'as pas ça, quoi. Donc encore une fois, un geste assez formidable de Nanni Moretti. Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé. Et voilà qui clôt cet épisode de Drapeau Rouge. Pour tout vous dire, on a perdu un micro en route, donc sur la fin, on était à un micro pour 3, ce qui était assez compliqué. J'espère que l'épisode est quand même écoutable et que ça vous a pas trop dérangé. Mais voilà, on a chargé les micros, donc pour le prochain, ça devrait aller. Mais c'était compliqué ce soir. En tout cas, merci d'avoir écouté jusqu'ici. Et on se retrouve la semaine prochaine. On parle de quoi déjà, Guigui? Oui. Ah oui, oh là là, oui, ça va être encore compliqué la semaine prochaine, puisqu'on parle de oui, de Lave Lapide et de l'intérêt d'Adam. Ouais, donc ça va être chargé la semaine prochaine. Et bah, abonnez-vous, comme d'habitude, suivez-nous sur Instagram, Drapeau Rouge Podcast, 5 étoiles sur Spotify, sur Apple Podcast, sur votre plateforme de streaming préférée. Et à la semaine prochaine, gros bisous. Bisous, ciao. Bisous.